Voilà, imaginez que je vous donne la série des UN égale exponentielle moins n. Ou je vous donne la série des UN égale log de 1 plus 1 sur n. Je dis bien, quand je dis la série, je suis en train de dire la série dont le terme général se présente sous cette forme-là. Comment est-ce qu'on peut savoir si ces deux séries convergent ou divergent? Alors d'abord, vous voyez bien que ce sont des séries de termes général positifs. Vous voyez aussi que à chaque fois, UN tend vers 0 dans les deux cas. Est-ce que ça converge ou est-ce que ça diverge? Voilà le genre de questions qu'on va se poser dans ce chapitre. Alors, comme on a cette impression que si la suite UN de termes, la suite des termes généraux UN tend vers 0 rapidement, on a une série qui va converger. Si elle tend vers 0 pas assez rapidement, on a une série qui va diverger. On va tenter de déterminer la fonction, la suite UN, qui va faire la bascule entre toutes les suites qui seront plus petites, elles vont converger, et toutes les suites qui sont plus grandes, elles vont diverger. J'essaie de rendre clair ce que je vous dis avec deux petites remarques ou propriétés ou théorèmes, comme vous voulez. Mais imaginez que vous avez deux séries, la première de terme général UN et la deuxième de terme général VN. Imaginez que vous arrivez à établir que UN est inférieur à VN. Évidemment, disons pour tout n supérieur ou égal à un certain rang n0, c'est-à-dire peut-être c'est pas valable pour n égale 0, 1, 2, 3, 4, mais à partir de 4 c'est bon, ou à partir de 10 000 c'est bon. Vous avez UN inférieur à VN. On est toujours dans des séries de termes général positifs. Je vous préviendrai quand on sera plus dans des séries de termes général positifs. Donc UN et VN sont positifs, UN est plus petit que VN. Imaginez que vous arrivez à établir que la série des VN converge. Est-ce que vous serez d'accord avec moi que ça nous donne une information sur la série des UN? Et si oui, laquelle? C'est quelque chose de très intuitif et finalement très logique. Vous additionnez des termes. Si les UN ils sont plus petits que les VN, à partir d'un certain rang, bon, vous aurez, ça veut dire vous aurez une infinité de UN qui sont plus petits que les VN. Donc, quand vous sommez, vous aurez la somme des UN qui va devenir plus petite que la somme des VN. Si la somme des VN converge et que la somme des UN est plus petite que quelque chose qui converge, bien, ça signifie qu'elle ne peut pas diverger. Pour diverger, il faudrait qu'elle tende vers l'infini. Or, elle est plus petite que la somme des VN, qui elle-même ne tend pas vers l'infini, donc elle converge. Par contre, vous serez bien d'accord que si jamais j'établis que la somme des UN converge, ça ne me dit pas que la somme des VN converge. Je répète, si jamais j'avais obtenu que la somme des UN converge, je ne pourrais pas en déduire que la somme des VN converge, puisque si la série des VN est plus grande qu'une série qui converge, elle peut très bien diverger. Donc, je n'ai pas de réciproque. Tout à fait, elle diverge aussi. C'est pas une réciproque, ça c'est une contraposée, ça s'appelle. Vous voyez que j'ai dit la négation de somme des UN converge, c'est somme des UN diverge. Et ça implique la négation de somme des VN converge, ça fait somme des VN diverge. D'accord? Donc, cette idée simple, qui est en fait ce qu'on appelle le critère de comparaison, cette idée simple peut déjà vous permettre de trouver des résultats. Est-ce qu'on peut donner un exemple? Oui, on peut donner un exemple. Par exemple, imaginez que je m'intéresse
Je m'intéresse, je cherche un. Bah voilà, je m'intéresse à la... Je sais, on l'a établi ensemble, que la somme, la série des 1 sur 2 puissance n converge. Ça, je le sais. Qu'est-ce que vous pourrez me dire sur la série dont le terme général, c'est ça? Vous voyez, la somme des 1 sur 2 puissance n plus 1, ça veut dire que c'est une série qui commence comme ça. 1 demi plus 1 5 tiers, pardon, plus 1 cinquième, plus 1 neuvième, plus 1 17e, etc. Elle converge aussi, très bien, monsieur Soubiran. Je n'ai pas besoin de faire un grand calcul. J'ai juste besoin de remarquer que 1 sur 2 puissance n plus 1, puisque j'ai rajouté quelque chose au dénominateur, c'est plus petit que 1 sur 2 puissance n, pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc, par critère de comparaison, eh bien, ma nouvelle série converge. Ça va? Bon, bah, de la même manière, on pourrait faire des choses comme ça avec la divergence. Alors, vous voyez que ça nous permet d'établir un critère, donc on va pouvoir dire à l'avance si des séries convergent ou divergent. On voit apparaître aussi une chose qu'on va retrouver beaucoup dans ce chapitre, c'est que cette nouvelle série, je sais qu'elle converge, mais alors j'ai vraiment pas la moindre idée de quelle est sa somme. Pour démontrer que la série des 1 sur 2 puissance n convergeait, j'ai été amené à écrire somme de n égale 0 à l'infini des 1 sur 2 puissance n, j'ai été amené à le calculer, j'ai trouvé que ça faisait 2. Quand j'enlève le n égale 0, ça fait plus que 1. Hein. C'était ça, Achille et la tortue hier. Par contre, ici, je sais que ça converge, mais j'ai vraiment pas la moindre idée de combien ça fait, cette chose-là. Par ailleurs, je vous le dis, personnellement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je sais que c'est plus petit que 2. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que ça fait 1,8, 1,85? J'ai pas la moindre idée. Par contre, je suis sûr que ça converge. Donc en fait, on va accumuler des critères qui vont pouvoir nous permettre de répondre à la question. C'est ça un critère, c'est quelque chose qui permet de répondre à une question. Qui vont nous permettre de répondre à la question est-ce que ça converge ou est-ce que ça diverge, mais qui ne nous donneront pas de réponse, savoir quelle est la valeur de la somme. Ça, il faudra faire autre chose. On verra quelques exemples où on y arrivera, mais pas tant que ça en fait, d'ailleurs. Ça restera souvent un mystère. Alors, on est content de pouvoir comparer des choses, mais pour l'instant, on a calculé qu'un seul type de série. Je dis un seul type de série. En fait, on a calculé précisément qu'une seule série, mais vous avez tout à fait la possibilité de généraliser ça, puisque vous pouvez calculer la somme d'une série géométrique en général. Une série géométrique en général, ça se présente avec un terme général U0 fois Q puissance n. Q est la raison. Hein. U0, c'est ce qu'on appelle le premier terme, et Q, c'est la raison. Ce que vous savez normalement, et qu'on ne va pas redémontrer, c'est que la somme des grands n plus 1 premier terme de la série géométrique vous donne 1 moins le n plus unième terme divisé par 1 moins la raison. Et puis du coup, ça c'est les sommes partielles. Alors, quand est-ce que ça converge? Bah, ça converge quand la limite des sommes partielles existe. Si j'essaye de prendre la limite, bien sûr, c'est quand grand n tend vers l'infini. Petit n n'est qu'une variable muette qui est un intermédiaire de calcul pour ma somme sigma. Si je prends la limite quand grand n tend vers plus l'infini, q puissance n plus 1, ça tend vers quoi?
quand grand N tend vers l'infini, Q puissance N plus 1 tend vers... Vous m'avez tous dit l'infini? Monsieur Série, l'infini? La bonne réponse, c'est ça dépend quand même de la valeur de Q. Hein, quand même. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est-à-dire que si Q est forcément positif, pourquoi? Parce que je travaille avec des séries de termes général positifs pour l'instant. Cela dit, ce serait tout à fait valable si Q n'était pas positif. Donc je vais tout de suite dire quelque chose de général ici. En fait, si la valeur absolue de Q est supérieure ou égale d'ailleurs à 1, si Q est égal à 1 ou à moins 1, nous avons une suite constante qui ne peut pas converger parce qu'à moins qu'elle soit égale à 0, mais si c'est pour additionner 0 une infinité de fois, on arrête de faire un chapitre entier là-dessus, c'est pas le problème. Si Q est supérieur ou égal à 1, bien, la suite des sommes partielles tend vers plus ou moins l'infini, je ne sais pas, mais en tout cas ça diverge, la série diverge. Et si valeur absolue de Q est strictement inférieure à 1, eh bien là ça converge, et j'obtiens que la suite des sommes partielles tend vers une valeur que là je peux donner, puisque quand la valeur absolue de Q est plus petite que 1, ce terme-là, Q puissance N plus 1, il tend vers 0. Si vous prenez quelque chose qui est plus petit que 1 et que vous lui mettez une puissance énorme, il devient vraiment tout petit, petit, petit. Donc il tend vers 0. Et donc Sn tend vers cette valeur très importante, 1 sur 1 moins Q. La raison. On est d'accord? Donc pour une série géométrique, là vous avez un critère complet. Donc vous savez tout sur les séries géométriques. Si vous remarquez que vous êtes face à une série géométrique, non seulement vous êtes sûr et certain de pouvoir dire si elle converge ou si elle diverge, sans aucune ambiguïté. Donc ça c'est ici, converge ou diverge. Mais en plus, si jamais il y a convergence de la série, alors vous êtes capable de donner sa somme. C'est une connaissance tout à fait extensive de la situation. D'ailleurs, si je remonte un peu, je vous avais donné deux exemples de deux séries qu'on pourrait étudier. Regardez la série qui est au-dessus, que je vais surligner en bleu ciel, un égale exponentielle moins n. Ben, en vérité, je peux l'écrire 1 sur e puissance n. C'est donc une série géométrique dont la raison c'est 1 sur e. Est-ce que cette série géométrique de raison 1 sur e converge ou diverge? Diverge. Alors, une série géométrique, elle converge si sa raison est de valeur absolue plus petite que 1. 1 sur e, vous savez combien ça vaut à peu près, non? E 2,8 quelque chose. Ouais, donc 1 sur e, c'est plus petit ou plus grand que 1? C'est plus petit. Plus grand. Alors, je sais pas trop qui parle, c'est ça qui est embêtant, mais oui, bien sûr, Ah non, c'est E moi, je me semble. est plus grand que 1, donc 1 sur E est plus petit que 1. Donc une série géométrique de raison 1 sur E, elle converge, et la somme de cette série, je peux la calculer, 1 sur 1 moins 1 sur E. Alors je peux trafiquer un petit peu cette somme pour faire apparaître, si je ne me suis pas trompé, E sur E moins 1, voilà, comme ça. Donc une des deux séries comme ça que je vous ai donné, bah, finalement elle était géométrique, et puis j'ai découvert que je pouvais finalement non seulement dire qu'elle converge, mais en plus dire sa somme, à condition que je parte précisément de 0. Si je pars pas de 0, c'est pas très grave, parce que alors il suffit de calculer une somme finie des premiers termes qui manquent et puis de la soustraire. Donc ça c'est un peu technique, mais
aucune difficulté mathématique. Donc voilà, les séries géométriques, je les connais, mais c'est les seules que je connais pour l'instant. Donc ça va quand même être difficile, si on s'arrête là, de travailler uniquement avec des séries géométriques. Alors en OS1, vous aviez vu à la fois des suites géométriques, mais aussi des suites arithmétiques. Les suites arithmétiques, on va complètement laisser tomber, parce qu'une suite arithmétique n'a aucune chance de donner lieu à une série convergente. Une suite arithmétique, chaque terme est égal au précédent plus une raison R. Vous vous rappelez, c'est UN plus 1 égale UN plus R. Donc pour avoir le terme suivant, on rajoute R, toujours la même chose. Si vous additionnez tout ça, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui est forcément infini. D'ailleurs, la suite arithmétique UN elle-même, elle tend soit vers plus l'infini, soit vers moins l'infini. Donc sa somme, elle tend vers un infini encore plus grand. Donc c'est même pas la peine d'en parler, c'est pour ça qu'on ne parle pas de séries arithmétiques dans ce chapitre sur les séries numériques, parce que ça diverge tout le temps, ça ne présente absolument aucun intérêt. Par contre, donc, il nous faut d'autres types de séries, et il nous faut des critères pour savoir si les séries qu'on manipule convergent ou divergent. Alors, on est très ennuyé dans le calcul. Par exemple, même la série des 1 sur n, ou la série des 1 sur n carré, mais je vous passerai même la série des exponentielles racines, des 1 sur racine de n. Tout ça, on ne sait pas si ces séries, elles convergent ou si elles divergent. Alors que c'est quand même des choses très simples. On va se baser là-dessus pour chercher à progresser là-dedans. Je vais vous faire un petit dessin. Comme d'habitude, on aime bien les petits dessins. Ma somme des UN, je pourrais la représenter avec un graphique, avec des bâtons comme ça. Parfois, on appelle ça un histogramme. Vous vous rappelez, en géographie au collège, les histogrammes, tout ça. Ça, ce serait U0, U1, U2, U3, U4, etc. etc. Évidemment, j'ai mis un axe des réels. Cette représentation-là, si je dois additionner les termes de ma série, je pourrais imaginer que j'additionne des rectangles. C'est-à-dire j'additionne des aires de tous ces rectangles-là. Pourquoi c'est des aires de rectangles? Mais parce que chaque rectangle que je dessine ici, il a une largeur égale à 1. Donc l'aire de tous les rectangles bleus, c'est égal à la somme de ma série. Peut-être que vous commencez à voir où je veux en venir, non? Bof. Quand je cherche une aire sur un graphique comme ça, ça me rappelle quand même quelque chose, non? Ah oui, les intégrales. Ouais, ça me rappelle les intégrales. Alors l'intégrale, par exemple, si je prends cette fonction-là, je sais pas quelle tête est là, mais je prends une fonction. Vous voyez, elle passe à chaque fois, là, elle passe en 1, elle passe à U0, en 2, elle passe à U1. Disons que l'intégrale de la fonction orange, je la mets en orange, il semble qu'elle soit plus grande que la somme de ma série bleue.
Et puis, l'intégrale de la fonction verte, g, il semble qu'elle soit plus petite. Vous vous rappelez, l'intégrale, c'est l'aire sous la courbe. Hein. Donc c'est pour ça, quand je réfléchis à l'aire de rectangle, c'est une aire. Je vais pas hachurer, sinon on verra plus rien. Mais si vous regardez l'aire de tous les rectangles bleus quand on hachure, si vous comparez avec l'aire sous la courbe orange ou l'aire sous la courbe verte, vous voyez que je peux écrire cette inégalité. Alors imaginez que j'arrive à démontrer que l'intégrale de f orange et l'intégrale de g verte convergent. Qu'est-ce que ça impliquera pour la somme, la somme des aires des rectangles bleus quand vous êtes coincé entre deux choses qui convergent? Ah oui, vous convergez aussi. Et donc, nous sommes, je ne vais pas l'écrire précisément parce que, vous savez, quand on rentre dans le précis, il va y avoir où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on s'arrête. Bon, c'est pas... Nous, on va établir l'idée, et puis après, les détails techniques, c'est dans chaque exemple qu'il faut les faire. Ici, on a un critère de comparaison entre série et intégrale. Ça veut dire que si vous avez une série qui se présente sous cette forme-là, un égale f de n, on peut établir que somme des un converge, ça équivaut à l'intégrale. On va pas commencer à 0 parce qu'il pourrait se passer des choses bizarres en 0. On va commencer à 1. On s'en fiche. Intégrale de 1 à plus l'infini de f de x dx converge. C'est-à-dire que le fait qu'une série soit... La nature d'une série, le fait qu'elle soit convergente ou divergente, sera la même que la nature de l'intégrale qui lui est associée. Par rapport à la fonction qui définit le terme général. Et ça, c'est parce que les intégrales, c'est des aires, les séries, on peut les représenter comme des histogrammes, etc. etc. Alors évidemment, le problème qui vous reste sous la main, c'est que jusqu'ici, on n'a jamais fait d'intégrale qui allait en plus l'infini. Donc, on avait fait des sommes, ça devient des séries en faisant des sommes infinies. C'est déjà nouveau. On avait fait des intégrales, on les transforme en intégrales qui vont vers l'infini. On appelle ça des intégrales généralisées. Bon, bah, on a à nouveau quelque chose de nouveau. On va voir que ça nous avantage quand même. Alors, la définition d'une intégrale qui va vers l'infini, pas d'inquiétude. La définition est très simple. L'intégrale de petit a à plus l'infini de f de x dx est égale à la limite, quand grand A tend vers l'infini, de l'intégrale entre petit a et grand A de f de x dx. Voilà la définition la plus évidente possible, à condition, je l'écris comme ça, à condition que cette limite existe. Sinon, on dit que l'intégrale de f diverge en plus l'infini. Ça va? Donc on reprend ce vocabulaire qu'on a introduit pour les séries, converge ou diverge, on le reprend pour les intégrales, quand on va pousser le bouchon jusqu'à mettre une variable qui tend vers l'infini.
Alors, du point de vue de l'interprétation graphique, c'est toujours la même chose. L'intégrale entre petit a et grand A, c'était l'aire sous la courbe entre petit a et grand A. Si vous faites tendre grand A vers l'infini, ça devient l'aire sous la courbe entre petit a et l'infini. Donc l'interprétation graphique en découle. Alors monsieur Siri, ça veut dire que f de x ne peut pas être un polynôme. Bah non, parce que un polynôme, enfin si, ça peut, mais si f de x est un polynôme, en plus l'infini, un polynôme, ça tend toujours vers plus l'infini. Vous imaginez bien que si vous allez chercher l'aire sous une courbe f qui elle-même tend vers l'infini en plus l'infini, bah, l'aire elle va aussi tendre vers l'infini, donc ce sera forcément une intégrale divergente. Nous, on ne va pas s'intéresser tellement beaucoup aux intégrales divergentes, on va chercher plutôt des intégrales convergentes. Ça répond à votre question, monsieur Siri? Alors, ici, on a gagné quand même un petit quelque chose par rapport à nos séries convergentes ou divergentes. On a gagné une vision graphique. On a gagné une vision graphique dans le sens où désormais, on peut se représenter une intégrale vers l'infini comme une surface. C'est l'aire sous une courbe. Alors, une surface, c'est une longueur fois une hauteur. Bien sûr, quand la longueur et la hauteur font des choses bizarres, bon, bah, la surface fait des choses bizarres, on est bien d'accord. Mais fondamentalement, c'est une longueur fois une hauteur. La longueur c'est x. La hauteur, c'est f de x. Pour que cette quantité x fois f de x ait une chance d'être quelque chose de fini, comprenez le problème que je pose? X fois f de x, pour que ça tende pas vers l'infini quand x tend vers l'infini, il faut que f de x soit comment? Il faut que f de x soit plus petit que 1. Ah, 1, ça suffira pas, parce que laissez-moi vous dire que x il tend vers l'infini, donc si f de x est plus petit que 1, imaginez que f de x égale 1, ça fait x et ça tend vers l'infini. Non, il faut que f de x soit plus petit que... Ah, on est dans l'approximation, là, je fais un raisonnement avec les mains, vous avez compris. Je vais noter ça comme ça, mais... Il y a x. X il tend vers l'infini. Est-ce qu'on peut imaginer que on multiplie... Oui? Si vous multipliez deux choses, il y en a une qui tend vers l'infini. Vous les multipliez par f de x. Vous voulez que le résultat ne tende pas vers l'infini. Il faut donc forcément que f de x tende vers 0. Parce que si vous multipliez par l'infini quelque chose qui tend pas vers 0, bah, vous aurez l'infini, c'est forcé. D'ailleurs, je vous rappelle que l'infini fois 0 est une forme indéterminée. Hein. Je dis ça comme ça. Mais pour que le résultat ne tende pas vers l'infini, il faut que f de x tende vers 0 plus rapidement que l'inverse de x, c'est-à-dire que 1 sur x. Forcément. Vous comprenez ce raisonnement, on dirait, avec les mains en science? C'est un raisonnement grossier, qui n'est pas très rigoureux, et qui pourtant est extrêmement juste. Vous allez voir qu'on va le démontrer de manière tout à fait logique. X fois f de x, c'est ce qui décrit le mieux une surface, longueur fois hauteur. Pour que cette surface ait une chance, cette aire ait une chance d'être finie, et non pas d'être infinie, il faut que f de x en plus l'infini tende vers 0 plus vite que l'inverse de x, 1 sur x.
Si ça tend vers 0 moins vite, bah, x fois f de x va forcément tendre vers l'infini. Ok? C'est compris? Donc, on obtient cette idée-là, et donc on était à la recherche, je vous le rappelle, d'un seuil. Un seuil, c'est-à-dire une fonction qui nous présenterait une frontière entre les fonctions qui seraient plus petites qu'elle, pour lesquelles les séries et les intégrales convergent, et les fonctions qui seraient plus grandes qu'elle, pour lesquelles les séries et les intégrales divergent. Eh bien, ce seuil, il semblerait, d'après notre analyse préliminaire, que ce soit quelque chose du genre 1 sur x. Et on verra que c'est effectivement le cas. Alors, comment on démontre ça pour de vrai? On va s'intéresser à des intégrales de fonctions spéciales. On va s'intéresser aux fonctions f de x égale 1 sur x puissance alpha, avec alpha réel. Bien sûr, ce qui nous intéresse ici, c'est alpha positif, même si tout ce qu'on va dire sera valable aussi pour alpha négatif, vous verrez pourquoi, mais valable mais sans intérêt. F de x puissance alpha, ça veut dire que en parallèle, puisqu'on compare avec nos séries, ça nous permet de nous intéresser aux sommes du type 1 sur n puissance alpha. Je vous rappelle que désormais, grâce à ce dessin, on peut comparer les sommes du type un égale f de n avec les intégrales du type intégrale de f de x dx. Alors, pour savoir si mon intégrale en l'infini converge ou diverge, je vais écrire la valeur de l'intégrale en m'arrêtant à grand A. Pour des raisons de simplification, je commence à 1, mais je pourrais commencer à 2 ou à 10, ça n'a aucun intérêt. Je m'arrête à grand A, et je me demande si cette intégrale, est-ce que je suis capable de la calculer? Alors, est-ce que vous, par exemple, vous êtes capable de m'aider à la calculer, cette intégrale? Donc x puissance moins alpha, c'est ça qu'on a sous les yeux, c'est une fonction usuelle, vous connaissez sa primitive, et sa primitive c'est moins 1 sur moins alpha plus 1, x puissance moins alpha plus 1. Voilà, je vous donne cette information qui est dans toutes vos fiches de cours sur les primitives normalement. Donc, il n'y a aucun problème à calculer cette intégrale, il n'y a aucun mystère. La seule question maintenant, c'est de remettre en forme pour pouvoir travailler avec ces choses-là. Nous sommes face à un alpha qui est quand même plutôt positif. Donc, sous quelle forme on va mettre ça? On va plutôt avoir intérêt à mettre ça sous cette forme-là. Voilà. Et si on fait la différence des deux, on peut mettre le coefficient devant, on le met de côté. Ça nous donne ça. Donc ce résultat, on peut le calculer très simplement sur la base d'une primitive usuelle. Donc on le calcule. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse pour savoir si l'intégrale de la fonction f, elle converge ou si elle diverge? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, à ce stade? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Il faut prendre la limite quand grand A tend vers plus l'infini. Nous, on s'intéresse à l'intégrale de 1 jusqu'à plus l'infini. L'intégrale de 1 jusqu'à grand A, ça n'était qu'une étape pour aller chercher ce qui se passe quand la borne supérieure tend vers l'infini, monsieur Dumont. C'est tout ce qu'on a essayé d'expliquer depuis tout à l'heure, c'est-à-dire on cherche l'air sous une courbe, non pas entre deux points fixes, mais cette fois-ci en allant chercher la limite en l'infini. Donc quand grand A tend vers l'infini, que se passe-t-il? Évidemment, vous aurez deux cas. Est-ce que vous arrivez à les identifier? Quand grand A tend vers plus l'infini, qu'arrive-t-il à grand A puissance alpha moins 1? Vous avez toujours des certitudes comme ça, c'est comme tout à l'heure, Q puissance n, ça tend vers l'infini, quoi, c'est comme ça. S'il est positif ou négatif. Ça dépend de alpha s'il est positif ou négatif.
non? S'il est supérieur à 1, je crois. Oui, ça dépend de alpha moins 1. Alors, si alpha moins 1 est positif, ma limite, si alpha moins 1 est positif, grand A puissance alpha moins 1 tend vers l'infini, donc son inverse tend vers 0. Donc ma limite, elle existe. Et d'ailleurs, elle est égale à 1 sur alpha moins 1. Mais ça, c'est un détail parce que, en tout cas, la limite existe. Donc l'intégrale converge. Pourquoi c'est un détail? Parce que vous voyez, il y a quelque chose d'arbitraire. Ce qui est arbitraire, c'est qu'on commence l'intégrale à 1. Or, on aurait pu aussi bien la commencer à 2. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est la commencer à 0, parce qu'en 0, c'est pas défini, mais on aurait pu la commencer à 0,1, on n'en sait rien. Si, à l'inverse, alpha moins 1 est inférieur à 0, alors a puissance alpha moins 1 ne tend pas vers l'infini, ça tend même vers 0. 1 sur 0, ça tend vers l'infini, donc votre limite est infinie, n'existe pas, donc l'intégrale diverge. Nous obtenons là quelque chose de tout à fait clair, un critère. Nous cherchons une frontière entre deux comportements, nous l'avons sous les yeux. Il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas dit, mais qu'on aurait dû dire bien avant. Je rattrape les choses. C'est que du moment qu'on a écrit la primitive, on a supposé que alpha était différent de 1. Pourquoi? Parce qu'on a divisé par moins alpha plus 1. Donc, on a exclu le cas où alpha était égal à 1. D'ailleurs, vous voyez bien que la frontière ici se fait sur alpha égale à 1. Donc, où on en est de notre critère? Il s'appelle critère de Riemann. Il a pris le nom du mathématicien qui l'a établi. L'intégrale de f de x dx, pardon, je ne vais pas l'écrire comme ça. L'intégrale de 1 sur x puissance alpha dx converge en plus l'infini si alpha est strictement supérieur à 1, ça diverge en plus l'infini si alpha est strictement inférieur à 1. Alors, essayons de réfléchir si c'est logique. Nous, on avait dans la tête que plus la fonction elle tend vite vers 0, je parle de f de x, donc ici 1 sur x puissance alpha, plus ça tend vite vers 0, et plus il y a des chances que l'intégrale elle converge en l'infini. Moins ça tend vite vers 0, et plus il y a des chances que l'intégrale elle diverge en l'infini. Or, plus alpha est grand, plus 1 sur x puissance alpha tend rapidement vers 0. Vous serez tous d'accord avec ça. 1 sur x puissance 10 000, ça tend plus vite vers 0 que 1 sur x tout court. Donc, plus alpha est grand, plus la fonction f de x tend vers 0 rapidement, plus elle est petite. Donc, plus l'intégrale a des chances de converger. C'est effectivement exactement ce qu'on découvre, puisque si alpha est supérieur à 1, on a convergence. A l'inverse, si alpha est inférieur à 1, on a divergence. Il nous reste une situation qu'il nous faut régler. Quelle est la fonction dans cette famille qu'on n'a pas traitée quand on a dit ça? Alpha égale 1. Comment on fait pour découvrir si ça diverge ou si ça converge quand alpha égale 1? Alors on va reprendre le calcul du début pour alpha égale 1. Puisqu'on a exclu le cas où alpha égale 1, là on l'inclut. Nous cherchons donc la primitive de 1 sur x. Vous allez me faire le plaisir de me dire tout de suite ce que c'est la primitive de 1 sur x. Moins 1 sur x carré. ln de x. Oui, ln de x, merci. Ne pas confondre primitive et dérivée, hein, sinon on est mal barré.
Par ailleurs, je vous signale que si c'était moins 1 sur x carré, on serait justement dans le cas au-dessus, où on a des puissances de x. Non, justement, ce n'est pas une puissance de x, c'est la seule puissance de x dont la primitive n'est pas une puissance de x. C'est ça la particularité de 1 sur x. Ln de x, donc, mon intégrale bleue, elle vaut ln de a. Ça tend vers quoi quand grand A tend vers plus l'infini? Ln de a vers l'infini. Donc l'intégrale, elle converge ou elle diverge pour 1 sur x? Elle diverge. Donc je peux compléter mon critère de Riemann en disant que ça diverge si alpha est inférieur ou égal à 1. Et alors ce critère de Riemann, il nous parle de la convergence ou la divergence de 1 sur x puissance alpha. Mais par conséquent, et par critère de comparaison entre série et intégrale, il nous parle de la convergence et de la divergence de quelle série? La somme des quoi? Avec quoi je vais comparer la somme des 1 sur x puissance alpha, avec quoi je vais comparer l'intégrale des 1 sur x puissance alpha? Ici, 1 sur x puissance alpha, ce serait f de x. Je suis surligné en rose, non. Si f de x est 1 sur x puissance alpha, ça compare à quelle somme des un? Un égale... Oui, très bien, Madame Kengeshi. Ça nous dit des choses sur la série des 1 sur n puissance alpha. Par application du critère de comparaison série intégrale, on obtient que la somme des 1 sur n puissance alpha se comporte exactement comme l'intégrale en l'infini des 1 sur x puissance alpha. Donc cette série converge si alpha est supérieur à 1, diverge si alpha est inférieur ou égal à 1. Voilà votre critère de Riemann pour des séries numériques que on a obtenu en faisant un petit tour dans les intégrales. Alors, tout d'un coup, on rajoute énormément de séries numériques. Là, on n'avait que les séries géométriques jusque-là pour dire si ça converge ou si ça diverge. Maintenant, toute série qui se présente sous la forme 1 sur n puissance alpha, on va réussir à dire si elle converge ou si elle diverge. Malheureusement, on ne saura pas calculer sa somme. Et je vous ai dit, souvent, on abandonnera l'idée de calculer la somme et on se contentera de savoir si l'objet qu'on manipule, la somme infinie, est un objet qui converge ou qui diverge, qui existe ou qui n'existe pas. Ce qui, vous l'admettrez, est déjà quand même une information importante. Alors vous voyez que vous avez donc la série géométrique, vous savez si elle converge ou si elle diverge. Vous avez les séries de Riemann, vous savez si elles convergent, si elles divergent. Et puis vous avez aussi un critère de comparaison. Critère de comparaison, si vous êtes plus petit qu'une série qui converge, vous convergez. Si vous êtes plus grand qu'une série qui diverge, vous divergez. Être plus petit ou être plus grand, c'est des comparaisons habituelles. Je vais rajouter une chose au critère de comparaison qui est issu de notre travail dans les développements limités. Je vais rajouter une chose qui va nous être très très utile. C'est un critère de comparaison, donc je le mets au niveau des critères de comparaison. Si votre série UN est équivalente, vous vous rappelez des équivalents? À la série Vn quand n tend vers l'infini, alors les deux séries sont de même nature. C'est un nouveau critère de comparaison extrêmement utile. On va pas démontrer parce que franchement, vous êtes d'accord avec moi que tout indique que c'est le cas. Si vous êtes équivalent, vous vous rappelez l'équivalent, le premier terme non nul des développements limités, donc c'est vraiment, ça donne l'ordre de grandeur de la fonction en question. Si vous êtes du même ordre de grandeur, si vous avez la même décroissance en plus l'infini vers 0, eh bien,
vous aurez la même nature convergente ou divergente de votre série. Ça paraît assez logique. Si vous êtes comme 1 sur x, si vous êtes comme 1 sur n, pardon, bah vous allez diverger comme 1 sur n. Si vous êtes comme 1 sur n carré, vous allez converger comme 1 sur n carré. Vous êtes d'accord? Alors, désormais, on a vraiment pas mal d'outils. Les séries de Riemann, les séries géométriques et nos critères de comparaison. Ça nous fait vraiment pas mal d'outils pour commencer à faire des exercices. Je ne vais pas aller piocher dans le cahier de TD pour vous laisser des choses à faire en devoir à maison, hein, qu'on va rajouter à ce que je vous avais laissé hier. Mais on va essayer de faire quelques exemples là tout de suite. Donc, le cadre général. Nous restons dans des séries de termes généraux positifs. Évidemment, on va surtout s'intéresser aux séries dont le terme général tend vers 0, parce que si ça tend pas vers 0, il n'y a pas de suspense. Ça diverge et puis c'est réglé. On va se demander si nos séries convergent ou divergent. Et pour ça, on va regarder le terme général UN. On va essayer d'en obtenir une comparaison par rapport à une série connue. Les séries connues, il n'y en a que 2 types. Série géométrique, avec sa raison Q. Pour savoir si elle converge ou si elle diverge, on situe la raison par rapport à 1. Série de Riemann, avec sa puissance alpha. Pour savoir si ça converge ou diverge, on situe la puissance alpha par rapport à 1. Vous avez compris? Donc, on va, comme ça, essayer d'examiner quelques exemples et de voir si on y arrive. Alors, je vous donne 2-3 exemples à faire. Si vous avez des questions sur la méthode, vous les posez. Sinon, vous commencez à chercher les exemples pendant quelques minutes. Ben, il y avait cette série, log, ouais, je vais l'appeler UN, la série qui se présente sous cette forme-là, tiens. Je vous laisse 5 séries qui ont chacune un terme général un petit peu différent. Évidemment, la question que je vous pose, c'est donnez-moi la nature de ces séries, c'est-à-dire est-ce que ça converge ou est-ce que ça diverge? Comment vous allez procéder? Ben, vous allez chercher si vous pouvez comparer, c'est-à-dire soit plus petit, soit plus grand, soit équivalent, à une série connue, dont on connaît la nature. Quelles sont les 2 séries dont on connaît la nature? La série géométrique, en fonction de sa raison, et la série de Riemann, en fonction de la puissance alpha. Pour vous mettre sur la voie, je pense qu'il est pratique de commencer les choses par le calcul d'un équivalent, ou alors par une comparaison plus petit ou plus grand que n'importe quelle série que vous connaissez. Oui, parce que 1 plus 1 sur n est plus grand que 1, donc le logarithme de n'importe quel nombre plus grand que 1 est positif. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors ça, c'est effectivement, Monsieur Grimaud nous l'a dit, que quand n tend vers l'infini, un tend vers 0. Parce que quand n tend vers l'infini, 1 sur n tend vers 0, et donc ça tend vers log de 1, et log de 1 c'est 0. Ça va ça ou pas? Je répète pour Monsieur Adadou, nous ne connaissons un critère de convergence ou de divergence que pour 2 types de séries. Les séries géométriques et les séries de Riemann. Les séries géométriques se présentent sous la forme Q puissance n. Les séries de Riemann se présentent sous la forme 1 sur n puissance alpha. Aucune des 2 ne se présente sous la forme log de 1 plus 1 sur n. Log de 1 plus 1 sur n n'est ni une série géométrique, ni une série de Riemann. Donc a priori, pour l'instant, nous ne savons rien sur sa nature. Par contre, nous avons un critère de comparaison qui nous dit que si on arrive à comparer notre série à une série Vn,
connue, soit qu'on arrive à dire qu'elle est plus petite, soit qu'on arrive à dire qu'elle est plus grande, soit même qu'on arrive à dire qu'elle est équivalente. Si on arrive à comparer à une série connue, c'est-à-dire soit une série géométrique, soit une série de Riemann, alors on pourra déterminer sa nature. Donc nous allons chercher à comparer notre terme général UN avec quelque chose de connu. Alors, UN, c'est ce que je vous ai conseillé avant de vous laisser vos 10 minutes de travail. UN, je vous ai conseillé d'en chercher un équivalent quand n tend vers plus infini. Est-ce que quelqu'un a tenté ça? De chercher un équivalent de UN? Équivalent, vous avez la définition depuis au moins 2 semaines et demie. C'est le premier terme non nul d'un développement limité. Moi, ça me rappelle un petit souvenir, quoi, que log de 1 plus grand X, quand grand X tend vers 0, c'est équivalent à quoi? Monsieur Fati, vous m'avez donné le DL à l'ordre 3. Alors ici, X, ce serait qui? 1 sur n. Donc UN est équivalent à 1 sur n, c'est une série connue ou pas? Est-ce que c'est une série géométrique? Ah bon, monsieur Série, c'est une série géométrique? Et c'est quoi la raison de la série géométrique 1 sur n alors? On va regarder, c'est dans le cours, regardez. Une série géométrique, c'est à quelle tête? U0 fois Q puissance n. Ok, c'est une raison Q puissance n. 1 sur n, ça se présente pas du tout sous cette forme. C'est pas du tout une série géométrique. Hein. Non, ce n'est pas une série géométrique. Est-ce que c'est une série de Riemann? Oui, c'est tout à fait une série de Riemann. Avec alpha égale quoi? Voilà notre réponse. Somme des UN diverge. Donc vous voyez, la méthode a consisté à chercher un équivalent. L'équivalent, ça va simplifier énormément l'écriture, forcément. Chercher un équivalent, reconnaître une série connue, en l'occurrence une série de Riemann, et en conclure que la série converge ou diverge. Alors on va regarder VN. VN, ça va être un peu la même méthode, vous imaginez bien. Je veux savoir si VN converge ou diverge. La première chose que je cherche, c'est un équivalent. Une fois que j'ai remarqué que Vn est strictement positif, que Vn tend vers 0, parce que quand n tend vers l'infini, 1 sur n carré tend vers 0, et sinus de 0 fait 0. Bon, je cherche un équivalent. Est-ce que vous pouvez me donner un équivalent de sinus grand X quand grand X tend vers 0? Un sur n carré. Alors, pour prendre les choses dans l'ordre, sinus grand X quand grand X tend vers 0, c'est équivalent à grand X. Donc, vous avez raison, monsieur Fati, sinus de 1 sur n carré est équivalent à 1 sur n carré quand n tend vers l'infini. Parce que ce qui va jouer le rôle de grand X, c'est... Alors, on peut... je voudrais rajouter une chose quand même, finalement, qu'on n'a pas dite. Ça converge. Converge, très bien. C'est bon? C'est au chapitre des théorèmes de comparaison. Vous êtes d'accord que si UN égale lambda fois Vn, lambda étant un réel, constant, nul ou pas nul d'ailleurs, bon, positif puisqu'on est dans les termes positifs, UN et Vn sont de même nature. Pardon, somme des UN et somme des Vn sont de même nature. Ah oui, parce que si vous multipliez une série par 2, par 3, par 10, même par 10 000, la somme, elle sera multipliée par 2, par 3, par 10 ou par 10 000. Donc, si cette somme est infinie, bah, ça restera infini si vous la multipliez.
Et si cette somme est finie, ça restera fini si vous la multipliez. Donc, elles sont de même nature, convergentes ou divergentes. Je vous dis ça parce que si on trouve, par exemple, non pas 1 sur n carré comme équivalent, mais 1 sur 2 n carré, il faudra répondre que ça converge quand même, quoi. D'accord? Donc, je rajoute ça à mes théorèmes de comparaison sur la ligne de mes théorèmes de comparaison. Alors, WN. Regardez WN. Regardez-le un peu de manière globale, quoi, sans être trop myope, si vous pouvez. WN. Ça ressemble vachement à une série de Riemann directement, non? Ça ressemble vachement à... Là, c'est 1 sur racine de n plus 1, mais racine, c'est la puissance 1,5. Puissance 1,5, ouais. Ça ressemble vachement à 1 sur racine de n, non? D'ailleurs, ça ressemble tellement vachement que quand n tend vers l'infini, c'est tout à fait équivalent. Pourquoi je peux dire que c'est équivalent? Mais parce que quand n tend vers l'infini, 1 est tout à fait négligeable. Oui, c'est ce que dit M. Seri. 1 est tout à fait négligeable devant n. Donc à l'infini, on se retrouve avec cet équivalent sans problème, 1 sur racine de n. Et donc par Riemann, cette fois-ci, avec n égale quoi? 1,5. 1,5. 1,5 qui est plus petit ou égal à 1. Donc somme des Wn, ça converge ou ça diverge? Ça diverge. C'est alpha qui vaut un demi, non? Ah oui, vous avez tout à fait raison, oui. Alpha. C'est bon? Bon, bah ça diverge. Alors, xn. Cos 1 sur n moins 1. Première remarque que vous pourriez faire, c'est que xn est négatif. Parce qu'un cos est toujours plus petit que 1, donc cos 1 sur n moins 1, c'est négatif. Donc vous pourriez quasiment refuser de savoir si ça converge ou ça diverge, parce que pour l'instant, on n'a parlé que de séries à termes positifs. Après, xn, il est toujours négatif. Donc, je vais vous laisser imaginer, parce qu'il nous reste que 10 minutes, mais puis on va pas écrire un grand théorème là-dessus, mais tout ce qu'on a dit sur des séries qui sont à terme toujours positifs est valable pour des séries qui sont à terme toujours négatifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, avec mon idée là? C'est-à-dire que si vous avez une série à terme toujours négatif, la somme elle sera négative. Le problème c'est de savoir si elle vaudra moins l'infini ou un nombre fini. Et savoir ça, c'est la même chose que savoir si son opposé converge ou diverge. Ça va? Le signe de mon terme général, il pourra jouer sur la convergence ou la divergence de la série. D'ailleurs, on verra comment, mais plutôt à la rentrée. Le signe de mon terme général, il jouera sur la convergence ou la divergence si jamais ce signe, il change. Par exemple, si vous avez fait un terme positif, puis un terme négatif, puis un terme positif, puis un terme négatif, évidemment, ça va aider à la convergence. Là, c'est pas le sujet, là, le signe, il change pas. Le terme général est toujours de même signe, et même si ce signe est négatif, eh bien, on aura tous nos théorèmes de convergence qu'on a établis pour les séries à terme positif, parce que ce sera la même chose, mais avec un signe moins. Alors ici, est-ce que vous êtes capable d'essayer de me trouver un équivalent? Pour trouver un équivalent, l'équivalent c'est le premier terme non nul d'un DL, donc pour trouver un équivalent, on commencera toujours par faire un DL. Ici, c'est le DL de cos de grand X moins 1, avec grand X qui tend vers 0. Alors on y va, c'est quoi le premier terme du DL de cos de grand X? « 1 ». Mais comme il y a moins 1, je ne peux pas en rester là parce que je ne peux pas dire que c'est équivalent à 0. Par définition, équivalent à 0, c'est toujours faux, puisque l'équivalent, c'est le premier terme non nul. Donc il faut que je donne un deuxième terme du DL de cos de grand X. C'est quoi le deuxième terme? Moins x carré sur 2. Moins x carré sur 2. Puis là, je peux m'arrêter.
Donc cos x moins 1, pour le coup j'ai trouvé l'équivalent, c'est-à-dire le premier terme non nul de dl. Cos x moins 1 c'est équivalent à moins x carré sur 2. C'est effectivement quelque chose qui est négatif, mais toujours négatif, donc ça ne me pose pas de problème. Alors une fois que j'ai dit ça, je reviens à xn, ma série. Quand n tend vers l'infini, ce qui joue le rôle de grand X, sur la même chose ici, ce qui joue le rôle de grand X, c'est 1 sur n. Donc quand n tend vers l'infini, j'ai moins 1 sur 2 n carré. Vous voyez que c'est pas tout à fait une série de Riemann. La seule différence, c'est qu'il y a un facteur multiplicatif moins 1,5, mais on a dit les facteurs multiplicatifs, ça change pas la nature de la série, puis c'est tout à fait normal. Alors, on va dire directement que c'est le critère de Riemann qu'on applique avec alpha égale quoi? Très bien, monsieur Decieux, c'est alpha égale 2. Le facteur devant, là, c'est le lambda. On s'en fiche complètement du moins 1,5. C'est pour être moins 1,5, c'est pour être 10 000, c'est pareil. C'est vraiment pas notre problème. Par contre, la puissance de n, ça nous dit quelque chose sur comment ça tend vers 0. Alpha égale 2, donc ça converge ou ça diverge? La somme des xn Ça converge. converge, critère de Riemann. Bon, c'est bien, on avance bien. On va finir avant qu'il soit 10 heures. Dans le pâté. Sur de verre. Ouais, hein. Pardon. Alors, on va finir avant qu'il soit 10 heures. YN. Ça vous fait penser à un DL, regardez, tiens, 1 sur n qui est là, il tend vers 0. Donc je pense que ça va ressembler au DL de exponentielle grand X moins 1. Exponentielle grand X c'est 1, mais comme il y a moins 1, il faut que j'aille chercher l'ordre d'après. 1 plus C'est X. X. Oui, très bien. C'est-à-dire que c'est équivalent quand grand X tend vers 0 à grand X. Donc je reviens à YN. Il est équivalent quand n tend vers l'infini à 1 sur n. Riemann avec alpha égale... Ça diverge. Donc alpha 1. c'est 1, et du coup ça diverge. Donc ça diverge. Bon, au bout d'un moment, ça devient toujours la même chose. Hein. Une fois qu'on a compris, on a compris. Alors, on va faire le dernier parce que lui, il est intéressant. 1 sur log de n. C'est pas géométrique. C'est pas Riemann. Donc il faudrait comparer. Est-ce qu'on peut chercher un équivalent? Je pense pas. Oui, vous avez raison. Bah, en ça soi... Oui, dites. Allez-y, hein, si vous voulez, monsieur Silveraggio. Oui, parce que en bas, c'est pas possible. Sinon, ça serait sur 0, on diviserait par 0, donc c'est pas possible. Oui. On n'a On va pas dire d'équivalent de log de x en 0, on n'a pas d'équivalent de log de x en l'infini, ou plus exactement, on ne peut rien dire de plus simple que log de n. Log de n, c'est log de n. Vous voyez, au-dessus, on avait exponentielle 1 sur n moins 1, on sentait qu'il y avait des simplifications qui allaient se faire, puis on a trouvé que c'était 1 sur n l'équivalent. Là, log de n, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est log de n. Alors par contre, peut-être qu'on peut comparer. C'est-à-dire que log de n, ça croît vers l'infini, c'est vrai, mais moins vite que n'importe quelle puissance de n. Putain, j'ai dit puissance de n. Puissance de n, n puissance quelque chose, ça vous fait penser à quelque chose, ça, dans les séries connues? Les séries géométriques, ce ne sont pas des puissances de n, c'est des puissances de q. C'est q puissance n. Les puissances de n, c'est quand vous mettez n à la puissance quelque chose. N au carré, c'est le carré de n. N au cube, c'est le cube de n.
Bon. Donc les puissances de n sont plutôt à chercher du côté de Riemann, bien sûr. Alors, log de n est plus petit que n'importe quelle puissance de n en l'infini. Ça nous laisse l'embarras du choix. Par exemple, vous pouvez dire que log de n, quand n tend vers plus l'infini, c'est vraiment plus petit que n carré. Oui, j'y viens, Madame Elachemi, vous avez raison, mais je voudrais vous montrer ça d'abord. Vous êtes d'accord que log de n est plus petit que n carré? Bon. Ça veut dire que 1 sur log de n est vraiment plus grand que 1 sur n carré. Tout le monde suit? C'est la dernière minute d'attention avant 3 semaines, donc prenez-la. Or, la somme des 1 sur n carré, ça converge ou ça diverge? Par Riemann. Ça converge. Converge. Donc, 1 sur log de n, votre Zn, vous l'avez trouvé beaucoup plus grand qu'une série qui converge. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Si vous êtes plus grand qu'une série qui Bah, converge... du coup, ça converge aussi. Bah non, monsieur Darmon. Si vous étiez plus petit qu'une série qui Ah oui, non, converge, ça marche on pas. pourrait dire que vous convergez, c'est sûr. Mais être plus grand qu'une série qui converge, ça laisse toutes les portes ouvertes, notamment Ouais, on sait pas. le fait de diverger, c'est-à-dire d'aller vers l'infini. Donc, ce que je voulais vous dire, c'était ça. C'est que là, on ne sait pas. Je suis plus grand qu'une série qui converge, ça ne me donne aucune indication sur le fait que si je converge ou si je diverge. Mais, évidemment, donc là, c'était un peu la fausse piste. Mais quand même, petite remarque intéressante du point de vue du raisonnement, on va dire. La bonne piste, c'est ce que nous a dit par exemple Madame Elachemi. Log de n, il est aussi très inférieur à n. Donc ça veut dire que 1 sur log de n, il est très supérieur à 1 sur n. Or 1 sur n, c'est une série qui converge ou qui diverge pour le coup. 1 sur n, ça diverge, très bien. Et si vous êtes plus grand qu'une série qui diverge, alors là, pas de problème. Si vous êtes plus grand qu'une série qui diverge, eh bien vous divergez. Donc somme des Zn diverge. Vous voyez que là, on avait le choix. J'ai rien écrit de faux quand j'ai dit que log de n était plus petit que n carré, mais c'était totalement inutile et ça ne me permettait pas de conclure. Donc, il y aura des moments dans les comparaisons où il faudra aller chercher des majorations, c'est-à-dire des majorations plus petites ou égales, qui sont le plus proche possible quand même de la réalité pour vous permettre de conclure. Si vous majorez, vous pourrez toujours dire que n'importe quoi est plus petit que l'infini, puis à la fin, vous n'avez aucune conclusion, quoi.